Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Cela fait plus d'un dimanche que je vous fais découvrir des génies du numérique. Aujourd'hui, on monte le level. Je vais vous montrer des challengers qui ont réussi des défis exceptionnels. Donner la possibilité à tout le monde d'apprendre la technologie, quel que soit le niveau d'études ou la langue parlée, c'est le défi de Harala. C'est une plateforme d'e-learning qui permet à tout le monde d'apprendre les nouvelles technologies. Harala est une plateforme de e-learning à croissance rapide. Aujourd'hui, Harala compte 2500 inscrits sur sa plateforme, 6000 inscrits sur YouTube et 15 000 interactions par semaine sur ses différentes pages. Aujourd'hui, l'ambition de Harala est de devenir le leader de e-learning en Afrique de l'Ouest d'ici 2025. En réalité, par exemple, aujourd'hui, le problème majeur des jeunes diplômés ou bien des jeunes Sénégalais, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais derrière ça, il y a le manque de compétences. Donc Harala vient pour pallier à ça. C'est-à-dire que nous avons mis en place un marketplace où toute personne peut venir apprendre les technologies, quelle que soit la langue qu'elle parle, le Wolof, le Pulaar, le français, son niveau d'études ou son domaine de spécialisation. Nous avons 3 services dans Harala. Nous avons des cours en ligne qui ne sont pas chers. Nous avons aussi des parcours professionnels où toute personne peut venir apprendre une technologie de A à Z. Nous avons aussi du coaching et du mentorat. Pour accéder à Harala, c'est très simple. Harala est disponible sur Apple Store, Google Play et en ligne. Vous pouvez par exemple aller sur harala.co ou bien télécharger nos applications sur Apple Store ou bien sur Google Play. La technologie ne s'arrête pas à une simple connexion à Internet. Bénéficiez des vrais avantages de la technologie, quel que soit votre domaine d'activité, c'est un défi réussi par TechTech. Écoutons El Hadji Mike. TechTech, c'est une entreprise qui veut proposer à ses cibles, principalement la population sénégalaise, la population africaine, mais aussi diverses autres cibles qui sont peut-être à l'extérieur, qui veut leur proposer de bénéficier des vrais avantages de la technologie. Pas seulement des avantages communicatifs qui nous permettent d'avoir une certaine communication très rapide avec l'échange de données via Internet et certaines communications via certaines plateformes, mais plutôt d'exploiter ces technologies-là d'une manière beaucoup plus pratique dans nos vies de tous les jours, peut-être au niveau domestique, sur le plan domestique, au niveau du travail, peut-être sur le plan de la conversation, sur le plan psychologique. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on pourrait impliquer les technologies. Et ces technologies-là, de plus en plus, elles tendent à rentrer dans nos vies de tous les jours. Donc TechTech, c'est une entreprise qui propose aux gens de découvrir ce que ces technologies-là nous proposent. Les différents axes sur lesquels ce projet tourne sont au nombre de 3. Le premier axe est un axe qu'on a dénommé l'axe de la conscientisation. Pourquoi l'axe de la conscientisation? Parce qu'au niveau planétaire, de plus en plus, les gens se rendent compte de l'impact de ces technologies qui sont autour de nous. Le prochain acte qui suit cette conscientisation-là, c'est la sécurisation. Parce que si on veut proposer à ces gens-là de venir dans ces technologies-là dont elles ont peur, il faut qu'on leur propose quelque chose qui les rassure. Donc ces choses-là qui les rassurent, c'est quoi? C'est peut-être des plateformes de sécurité, des applications, des informations en termes de sécurité, des outils qui leur permettent de mieux comprendre ces informations qui sont autour d'eux et ces choses qui sont en train de manipuler leur vie de tous les jours, peut-être en récupérant certaines informations, peut-être en les conditionnant psychologiquement. Donc le troisième axe, c'est pour consolider les 2 premiers axes. Le troisième axe, c'est l'axe de l'information. Quand on propose ces services-là et qu'on propose ces applications-là, ces modules-là, le plus important, c'est de proposer maintenant de l'information à ces personnes-là pour qu'ils savent exactement ce truc que je suis en train d'utiliser, cette application-là, cette plateforme-là, ce bot-là, ce site web-là, il fonctionne réellement comme ça. Le volet sécurité, c'est un volet que nous avons décidé d'intégrer dans nos services parce que c'est un volet qui est de plus en plus important et qui a de plus en plus d'impact dans nos régions. Et nous avons tendance à le négliger parce que nous ne croyons pas en ces choses-là. Nous nous disons que peut-être c'est de la science-fiction, c'est juste un film, c'est juste un documentaire, c'est juste de la science-fiction. On voit ça dans les films, mais c'est des choses qui sont réelles. Il y a des personnes qui, via leur téléphone, sont aptes à démarrer une voiture. Il y a des personnes qui, via leur téléphone,
ils sont aptes à peut-être brûler une maison. Et c'est des choses qui sont concrètes, c'est des choses qui sont vraies et c'est des choses qui sont logiques et rationnelles. Pour les projets qui sont en cours, nous avons beaucoup de projets qui sont planifiés, mais qui sont planifiés sur le long terme. Donc nous allons les suivre une à une. Nous allons suivre les étapes une à une. La première étape va être peut-être bientôt la publication, on va dire. On va rendre ça officiel d'un langage de programmation que nous allons concevoir ici au Sénégal avec peut-être des syntaxes qui sont beaucoup plus familiers avec notre langage courant. Donc un langage de programmation qui va nous permettre peut-être de créer quelque chose de nouveau et de montrer peut-être à la population mondiale aussi que l'Afrique a du potentiel et que l'Afrique peut apporter une proposition quant au développement en termes de technologie, quant au développement en termes de sciences. Donc il y a ce langage de programmation qu'on est en train de développer qui est toujours en phase de projet. Il y a aussi la robotique qui est invoquée dans le projet. Donc peut-être après les langages de programmation. Nous avons un store d'applications qui est en cours de développement, qui sera bientôt disponible, Inch'Allah, sur notre plateforme. À quel moment nous recevons notre premier cours en informatique ou dans une autre matière de la tech? C'est le moment idéal d'inclure la technologie dans l'éducation nationale. Par exemple, les plus chanceux ont eu droit au premier cours d'informatique à la classe de CE2. Et vous, avez-vous reçu des cours en technologie durant votre cursus scolaire? Non, j'ai jamais fait ce genre de cours. Oui, à ma deuxième année d'universitaire. Oui, j'ai reçu des cours en technologie durant mon cursus scolaire, c'est-à-dire de la classe de 6e à la classe de terminale, du collège jusqu'en lycée. Selon vous, pourquoi l'éducation sénégalaise devrait inclure la technologie dans le programme? L'éducation sénégalaise devrait inclure la technologie dans le programme. C'est pour faciliter peut-être que la connaissance et la compréhension des cours. Tous les pays développés utilisent la technologie. Je trouve important parce que non seulement en premier lieu, ça nous permet de pouvoir avoir les cours en avance. Même en classe, ça nous permet d'avoir un approfondissement du cours, un éclaircissement. Pour pouvoir être au rang de ces premiers, nous devrons inclure la technologie dans l'éducation du Sénégal. Parce qu'avec la mondialisation, sans la technologie, on ne peut pas être informé de ce qui se passe. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le monde. Les TIC ont fait leurs apparitions hors du milieu éducatif. Toutefois, la question de leurs utilisations dans le processus de l'enseignement et plus particulièrement dans l'apprentissage du savoir de notre système éducatif s'est très vite posée. En particulier, il nous faudra être plus regardants sur 3 principes généraux de l'éducation avec les TIC à l'école. L'obligation scolaire ou le droit à l'éducation tout simplement, la gratuité de l'enseignement public, les principes de laïcité et de liberté dans l'enseignement apporté aux élèves. Quels sont les avantages d'être à l'aise dans la tech dès la petite enfance? Voilà, l'avantage en est qu'en grandissant, ça te permet de mieux connaître la vie, le monde, de ce qui se passe à l'extérieur, dans les autres pays, que ce soit à l'école et tout. Ça nous permet de développer certaines choses. Parce que dans ce monde, il n'y a que la technologie qui fait avancer les pays. Puisque le Sénégal en fait partie des pays qui sont en voie de développement, ça devrait être vraiment appuyé. Internet vous permet de ne plus vous déplacer, mais aussi de ne plus tenir des cours. Peut-être que sur une longue distance, vous pouvez rester sur place et apprendre vos cours sans autant vous déplacer. Nous sommes au XXIe siècle, donc c'est en quelque sorte la vie, quoi. Donc on doit se sentir à l'aise, voilà, pouvoir tout gérer, manipuler les trucs et tout. Parce qu'en cours, il faut noter qu'on ne nous donne pas tout, mais avec la technologie, tu pourras faire des recherches. Si dès le bas âge, tu n'étais pas habitué à faire des recherches dans l'Internet, tu ne pourras pas le faire, tu vas connaître des difficultés. Il faut aussi noter qu'avec la pandémie, la période du Covid-19, les élèves ont eu beaucoup de difficultés, surtout ceux qui étaient à l'université. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de l'informatique. Quand on a mis à la disposition des étudiants la plateforme, des gens avaient du mal à y entrer, à faire leurs recherches, à bien suivre les cours. Comment l'éthique devrait être inclue dans l'enseignement? Là, il faut l'intervention de l'État en fait. Si l'État, par exemple, mettait à la disposition de chaque établissement une salle d'informatique comme on le fait à Saldiap. Dès les classes inférieures, ça veut dire que dès l'élémentaire. Non seulement en premier lieu dans le domaine des cours. Et de régulariser peut-être l'utilisation de l'Internet. Dès le primaire, tu pars faire cours, on t'apprend comment écrire et tout ça là. Du coup, en grandissant,
ou de mettre des moyens qui leur permettent peut-être que d'utiliser correctement ou de se documenter correctement et non à des fins outre que l'éducation. Plus en grandissant, ça te permet de développer ta conscience intellectuelle, ça te permet d'avoir des apprentissages, ça te permet d'avoir des connaissances, une culture générale approfondie. Au Sénégal, à l'instar des sociétés modernes qui estiment que le développement passe aussi par l'éducation et la formation, on a compris que l'éducation de l'enfant par l'école est un enjeu majeur pour notre société, notamment dans les domaines sociologiques, économiques, culturels et technologiques. Pensez-vous que cela pourrait être coûteux d'apprendre la technologie à tout le monde à l'école? Non, je ne pense pas. Hein. Oui, cela pourrait être coûteux parce que on est dans un pays où l'électricité n'est pas répandue dans tous les parcs du Sénégal. Parce qu'il faut noter que dans certains établissements publics, les gens n'ont pas les moyens. Si l'État au moins y participe, quand ils le voudront vraiment, je pense que c'est vraiment possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important, je dirais. Donc il faut que l'État y mette sa main et que l'État aide les gens. Parce que dans les établissements privés, il y a certains établissements privés où nous avons des salles informatiques, comme à Saldia. Là-bas, il y a des salles d'informatique. Dès la classe de CI, tu pars, tu fais informatique. Du coup, plus tu grandis, plus tu as la notion des choses, tu as une vision du monde, tu peux faire des recherches facilement sans l'aide de personne. L'apprentissage de la tech dans un pays comme le Sénégal peut être difficile vu le manque d'électricité dans certaines zones et la rareté de certains appareils comme un ordinateur. L'État et les professionnels de l'éducation et de l'éthique doivent-elles être une discipline scolaire qu'il faut enseigner de l'élémentaire au supérieur ou un simple support pédagogique? Bonjour, je suis Aminata Thiam, responsable du service marketing opérationnel au niveau d'Orange Business Service. Toujours dans la dynamique d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, Orange Business Service vous apporte l'offre Pack NoFly. Les packs NoFly sont composés d'offres packagées, fixes, mobiles, Internet, cloud et sécurité qui s'adaptent aux besoins et à la taille de votre entreprise. L'offre Pack NoFly s'adresse aux PME-PMI, aux startups, aux professionnels et aux très petites entreprises. Elle est composée de 4 packs. Nous avons le pack Exil qui est destiné aux très petites entreprises et professionnels qui viennent de démarrer leur activité. Nous avons le pack Hareng qui est destiné aux startups. Et enfin, les packs Gunosori et Teki qui s'adressent aux PME-PMI. Avec les packs NoFly, vous allez bénéficier de solutions tout en un, innovantes, avec une facturation unique et un tarif préférentiel à partir de 12 900 francs hors taxes par mois. De plus, pour les startups, vous aurez accès aux API de Sonatel. Pour souscrire, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial dédié, vous rendre au niveau des espaces pro en agence et enfin, pour toute information, une seule adresse orangebusiness.sn. Des tenues intelligentes, des robots qui défilent ou encore plus des robes qui sont imprimées en 3D, les innovations de la fashion tech sont nombreuses. Aujourd'hui, c'est notre thème et pour en parler, je reçois Milkos. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Alors, moi, je m'appelle El Hadj Malick Badji. Je suis sénégalais, of course, de Casamance. Je suis né et grandi entre ici et la Casamance. Et je vis actuellement à Dakar. Je suis ingénieur informaticien de formation, mais actuellement, je suis plus designer. Super. Designer dans le sens large du terme, pas designer mode, mais designer. Et aujourd'hui, on va parler nécessairement de fashion tech. Ouais. Quelle est la définition que vous donnez à ce nom? Pour moi, en fait, il n'y a pas une seule définition, en fait, parce qu'il y a différents volets. Comme tu viens de dire dans ton intro, il y a le volet du wearable fashion, mais où on inclut de la tech, c'est-à-dire que ça peut être des 3D prints, ça peut être, tu peux voir une tenue avec des détecteurs qui détectent un peu le mouvement de la personne pour générer autre chose dans la tenue. Enfin, ça, c'est le côté wearable, mais il y a aussi l'autre côté qui est plus aussi le traitement de données et l'aide au design. Maintenant, on a même Gucci qui a lancé récemment un Tech Lab, c'est-à-dire qu'il génère des données
par rapport à leur collection précédente pour leur aider à designer les prochaines collections. Ça entre dans le domaine de la fashion tech et aussi les technologies qu'on utilise pour promouvoir la fashion. Donc c'est différents volets, c'est vraiment la rencontre entre la mode et la technologie en fait. Exactement. Voilà. Et ici au Sénégal et en Afrique, on a vu que durant cette période de Corona, tout ce qui est dans le Covid, les designers et stylistes ont commencé à faire de la fashion tech. Il y a eu des défilés avec des mannequins virtuels, il y a eu des tenues qui ont été présentées en 3D comme Adama et d'autres personnes. Est-ce qu'aujourd'hui c'était nécessaire qu'il y ait le Covid pour que les gens s'intéressent plus à la fashion tech et aussi est-ce qu'en fait à long terme, après post-Covid, on doit encore travailler dans la fashion tech? Déjà, moi je crois que les gens, même au Sénégal, je crois que certains ont commencé, moi peut-être inclus, mais j'ai vu que Diarra Blue avait fait des tenues avec des prints et qui ont avec des maths, c'est-à-dire c'est des algèbres qui génèrent des formes. Donc ça, c'était avant Covid. Mais Covid, ça a un peu boosté ça en fait, parce que j'ai vu un défilé virtuel de Sarah Diouf, et comme tu viens de dire, Adama Paris et tout, avec de la 3D et tout. Donc pour moi, c'est que le début en fait. Pour moi, c'est que le début. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, le Covid, ça a juste mis en avant ce côté, mais les gens avaient déjà commencé à faire ça. Et pour moi, c'est parti pour rester longtemps. Et tu l'as dit en fait dans ton introduction, la fashion tech, ce n'est pas en fait que les innovations, ce n'est pas que des produits qu'on propose. C'est aussi même des techniques de vente qui permettent de booster ton business. Aujourd'hui, comment un designer ou un styliste pourrait utiliser la fashion tech pour booster son business? Déjà, un des outils, c'est plus dans les médias sociaux ou réseaux sociaux, mais c'est Instagram ou autre, donc c'est vraiment des gros outils pour un peu promouvoir. Mais après, il y a plus, on peut aller vers de la réalité augmentée pour créer des expériences clients dans une boutique ou quoi. Quelqu'un peut venir, tu vois, scanner un vêtement et créer une expérience là-dessus. Donc pour moi, il faut vraiment aller vers ça, mais il faut vraiment que les gens puissent s'allier aussi avec les gens de la technologie. Il y en a qui ont de la chance d'avoir un background technologique. Je suis pas le seul, mais il y en a, mais c'est pas évident d'avoir ce profil. Donc il faut vraiment s'allier avec des ingénieurs. Et en plus ici, il y en a plein. Il y a plein de jeunes qui veulent faire leurs preuves et tout, mais il faut juste leur donner leur chance et leur ouvrir ce monde de la mode en fait. Exactement. Et on va venir pour parler de votre travail, parce qu'on ne vous a pas choisi comme ça. Vous êtes en fait, on va dire, un idéal pour tout ce qui est fashion tech. Aujourd'hui, comment vous utilisez ça dans votre métier de designer, mais en tant qu'artiste? Ok. Alors moi, déjà, l'ADN de la marque, déjà, c'est raconter des histoires. J'aime pas utiliser le terme storytelling parce que c'est devenu un terme bateau, mais c'est vraiment raconter des histoires d'une manière différente. Maintenant, le médium peut changer et moi, mon médium de base et de prédilection, c'est la technologie. Donc ça m'aide à vraiment mettre en lumière les histoires d'une manière que les gens peuvent s'intéresser à ça, et surtout une plus grande majorité, que ce soit surtout les jeunes, même dans les zones urbaines comme rurales, les gens peuvent vraiment accéder à l'histoire, parce que les gens vont se dire ouais, il faut raconter ça, mais sur les photos, sur les trucs, mais c'est pas évident pour tout le monde. Mais il faut vraiment retrouver les gens dans un domaine qu'ils maîtrisent plus ou moins ou auquel ils sont plus familiers, pour qu'ils puissent comprendre un peu l'histoire que je raconte. Donc moi, c'est en tout cas pour la dernière collection que j'ai sortie en décembre, j'ai travaillé avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du gaming. Donc c'est surtout ça, parce que c'est quelque chose que déjà je suis à la base passionné par ça, mais ça vient naturellement. Ça vient naturellement déjà, même en termes d'idées, mais aussi en termes de profils que moi je peux trouver qui sont peut-être pas forcément moi, parce qu'aujourd'hui je ne peux plus taper de ligne de code parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'ai quand même gardé ce réseau de geeks, et qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à... Et c'est vraiment, pour moi c'est une aubaine en fait, parce que c'est vraiment une autre manière de montrer qu'il y a des talents ici. C'est pas Milkos ingénieur, mais c'est vraiment d'autres Sénégalais
qui ont des capacités mais extraordinaires, mais mettre en avant leur travail via mon travail en fait de designer. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous regardez la mode, qu'elle soit africaine de façon générale et sénégalaise, est-ce que vous la trouvez connectée? Mais à fond, en fait, si vous voulez, déjà l'Afrique, on a une chance, c'est que la population est jeune et très connectée. Donc aujourd'hui, moi, je vois mes jeunes cousins qui sont au fin fond de la Casamance m'ajouter sur Facebook et Instagram. Donc forcément, il faut être connecté pour atteindre toute cette masse ou tous ces jeunes. Et non, en fait, c'est même pas un choix, on est obligé en fait. On est obligé d'être connecté pour pouvoir vendre, pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir développer cette industrie. Il faut être connecté en fait. C'est devenu juste pour moi, c'est la seule option en fait. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. On a beaucoup appris. Et j'invite tout le monde à suivre en fait Milkos sur Instagram. C'est Niofar by Milkos. Quant à nous, on va passer aux Tech Tips. Aujourd'hui, on va vous montrer comment vous pouvez télécharger les sous-titres d'un film dans VLC. C'est tout de suite. Commencez par lancer le film pour lequel vous souhaitez obtenir les sous-titres de VLC. Si le lecteur multimédia de Vidéoland est configuré comme lecteur par défaut, pour vos vidéos, vous ne devriez avoir qu'à faire un double-clic sur le fichier vidéo. Cliquez à présent sur le menu Vue, puis entrez dans le menu VLSUB. Dans la fenêtre de VLSUB qui s'affiche, cliquez sur le menu déroulant Subtitle Language, puis sélectionnez la langue des sous-titres que vous voulez obtenir. Dans notre cas, French pour les sous-titres en français. Deux options sont ensuite proposées pour lancer la recherche de sous-titres. Search by Edge pour rechercher les sous-titres en se basant sur l'empreinte numérique de votre fichier vidéo, ou Search by Name pour rechercher des sous-titres en tapant directement le nom du film dans le champ Title prévu à cet effet. Repérez ensuite la ligne des sous-titres dont le nom correspondant au film que vous êtes en train de regarder et cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Download pour la sélectionner puis récupérer les sous-titres. VLSUB affiche un message Succès. Subtitle Loaded en vert une fois que les sous-titres sont correctement téléchargés. Cliquez désormais sur le menu sous-titres puis dans Piste de sous-titres. Sélectionnez les sous-titres que vous venez de télécharger. Vous verrez apparaître plusieurs pistes de sous-titres si vous avez téléchargé plusieurs fichiers différents. La fonction pouvant parfois être un peu capricieuse, n'hésitez pas à relancer VLC. À relancer la lecture du film et à sélectionner à nouveau votre piste de sous-titres pour les voir apparaître à l'écran. En cette période d'été, on cherche tous à se rafraîchir avec de délicieuses boissons. InnoChiller est une machine qui refroidit à un temps record vos boissons. Il marche de même pour la congélation de vos glaçons ou aussi des viandes. C'est le must à avoir pour cet été. InnoChiller est un appareil portable qui permet de refroidir vos boissons à un temps record. Si vous avez une boisson à température ambiante, elle peut la refroidir rapidement. InnoChiller utilise un ventilateur pour vous aider à tirer le meilleur de votre congélateur. Il est livré avec 4 programmes prédéfinis afin que vous puissiez simplement le charger. Appuyez sur quelques boutons puis le placez dans le congélateur. Lorsque le processus de refroidissement est terminé, une alarme sonore qui ressemble à un gros camion en marche arrière se déclenche pour vous avertir de sortir vos boissons. InnoChiller utilise la puissance de votre congélateur pour vous aider à refroidir les boissons plus rapidement. Un appareil qui peut changer l'odeur de votre maison, c'est réel et il s'appelle Mudo. C'est un diffuseur et purificateur d'air qui marche à l'aide d'une application. Vous pouvez vous-même choisir l'odeur et l'ambiance dans votre maison. Mudo est un diffuseur d'arômes unique à son genre qui peut contenir jusqu'à 4 capsules de parfum. Le choix est personnel. Choisissez l'un des mélanges prédéfinis proposés par l'application Mudo ou utilisez l'application gratuite Mudo pour mélanger 4 parfums et créer vos propres ambiances uniques. Utilisez les combinaisons de parfums suggérées par l'application ou amusez-vous à créer vos parfums. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Hightech 221 avec d'autres génies et des challengers du digital.